14h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-info. Je suis perturbée, ça y est, parce que à la une, on l'a appris. Et 1, et 2, et 3-0. Ça y est, la France remonte au 5e rang des médailles grâce à ces hommes, les volleyeurs, l'équipe coéquipier de Benjamin Toniutti qui ont remporté leur 2e titre olympique consécutif en pulvérisant cet après-midi la Pologne. Un match au sommet mené de la tête et des épaules par nos Bleus au Club France. L'ambiance est évidemment survoltée. Nous y retrouverons dans un tout petit instant Sonia Carneiro. Pendant ce temps, nouvelle vague de forte chaleur en France. 16 départements du sud-est sont concernés par une vigilance orange canicule avec des températures qui pourraient atteindre les 39 degrés. Et ce n'est pas fini. Les prochains jours et nuits devraient rester chauds. Alors il faudra être vigilant à domicile et sur la route des vacances. À la une également, peut-on voir les mêmes émeutes qu'au Royaume-Uni en France? Les autorités craignent une importation des mouvements racistes à Calais après un appel à un rassemblement dès demain. Les associations d'aide aux migrants, elles, se préparent à contrer d'éventuelles mobilisations violentes. Et au Proche-Orient, Israël a frappé une école de Gazaville, faisant plus de 90 morts selon la défense civile de la bande de Gaza. Une attaque en pleine négociation diplomatique pour parvenir à un cessez-le-feu dans la région. Et alors que la riposte de l'Iran et de ses alliés après l'assassinat du président-chef du Hamas se fait toujours attendre. Mais tout de suite, les Jeux Olympiques et donc ces médailles. Beaucoup de chances de belles médailles cet après-midi, mais on vous le disait, ça y est, en tout cas, côté volleyeur. Après 3-7 menés à 0 face à la Pologne. Sonia Carneiro, vous nous le confirmez, ça y est, la France en volley est double tenante du titre olympique. Après cette magnifique victoire, il y a à peine quelques secondes, on imagine qu'au Club France où vous vous trouvez, c'est la folie. Oui, le match est terminé il y a quelques minutes seulement. Médaille d'or historique. Nos volleyeurs sont doubles champions olympiques. On a vibré ici au Club France. Tout le monde a suivi cette finale. Bon, racontez-nous. On a vraiment eu peur, mais on a vibré. On a vibré pendant cette finale, c'est incroyable. Ah oui, c'était de la folie, on a partagé tout ça ensemble, c'était super. Ils nous ont vendu du rêve du début jusqu'à la fin, c'était trop bien. Comment vous avez vécu ce match? C'était tendu. Oui, surtout le 3e set, c'était assez tendu, mais on croyait en eux, on était sûr qu'ils allaient le faire, on était sûr. Ils sont trop forts, Et oui, 2e médaille d'or d'affilée, la première c'était à Tokyo il y a 3 ans. Bon, c'est incroyable, encore une médaille d'or pour la délégation française. Ouais, là ça commence à faire beaucoup, on se fait passer devant l'Angleterre et merci à Erwin Ngapet qui a fait un super match. On va rester dans ce top 5 ou pas des médailles? Oui, c'est sûr. Derrière, il y a nos handballeuses, il y a nos basketteurs, Oui, il y a le basket féminin et masculin, c'est trop bien. Lourde. Merci beaucoup Sonia. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais j'imagine qu'au Club France, on ne lâche pas, on ne perd pas espoir pour de futures médailles. Oui, évidemment, forcément, parce que dans quelques minutes, il va y avoir la finale de hand féminin. Ce soir, il y aura nos basketteurs face aux États-Unis. Ça, c'est vraiment le gros match que tout le monde attend. Il y aura le basket féminin également demain, évidemment. Il y a encore plein de médailles qui peuvent tomber pour la France. Après, évidemment, il faut que ce soit des médailles d'or. Ici, on attend des médailles d'or. Merci beaucoup Sonia Carneiro en direct du Club France à Paris pour BFM TV. Évidemment, on y retournera, on fera des allers-retours dans la journée parce que, en effet, on attend encore de belles chances de médailles olympiques cet après-midi avec nos sports collectifs notamment. Donc la France qui est remontée, on le disait, à la 5e place de ce classement donc par médaille des Jeux Olympiques avec désormais, vous le voyez, 57 médailles au total, donc 15 en or avec le nouvel ajout donc après cette victoire en volleyball et vous le voyez donc on est dans les clous, en tout cas l'objectif qui avait été fixé par nos sportifs à 14h35 à présent. On en vient à cette autre actualité, le retour de la canicule en France et ça pourrait durer encore plusieurs jours. Météo France place actuellement 16 départements du sud-est de la France en vigilance orange. Pas facile pour les plus âgés, pour nos aînés de faire face à ces températures extrêmes de jour comme de nuit. Frédéric Fernandez est dans un EHPAD pour BFM TV. Il fait déjà 35 degrés à la mi-journée ici à Montpellier. Le thermomètre pourrait même gagner quelques degrés dans l'après-midi pour avoisiner les 38-39 degrés. Aujourd'hui sera certainement la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire ici dans le département de l'Hérault. Alors forcément, il faut s'adapter, notamment
en cuisine. C'est le cas pour vous, Régis, vous êtes gérant de cet établissement. Dites-nous comment ça se passe, quelle est la température en cuisine? Alors la température en cuisine en ce moment, elle est à 43, 44, enfin ça, c'est ça. Alors comment on fait? C'est-à-dire qu'on prépare le soir à 23h. Normalement, ils doivent partir, les cuistots, ils préparent à 23h pour le lendemain. Et le lendemain, on ouvre un petit peu plus tard et on ferme plus tôt. Le service, on l'arrête à 14h, 14h15. Voilà. Au lieu de 15h30. Voilà. Et comme ça, c'est un peu mieux parce que c'est intenable, quoi. Merci beaucoup, on a compris, Régis, des conditions de travail très compliquées. C'est aussi compliqué pour les touristes qui ne sont pas forcément habitués toujours à cette chaleur. C'est le cas pour vous, madame. Dites-nous un petit peu quel est le programme de l'après-midi. Vous avez sûrement cherché des endroits au frais. En effet, on vient de Nantes, donc là, les chaleurs avoisinant les 40 degrés, on n'est pas très habitué. Donc cet après-midi, on va aller chercher du frais dans un centre commercial. Merci beaucoup. Donc il va falloir prendre encore son mal en patience ici dans le département de l'Hérault parce qu'il devrait continuer à faire très chaud aujourd'hui. Demain, la température devrait descendre d'1 ou 2 degrés, mais le thermomètre restera quand même à des valeurs très élevées. Bonjour Pascal Charbonnel, vous êtes médecin généraliste. Dites-moi, les effets de cette chaleur sur notre organisme, quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on ressent et quel impact ça a? Ça dépend beaucoup de la population. L'impact majeur que ça a, c'est effectivement deux choses. La déshydratation, mais généralement, on arrive à faire attention à ce qu'on boit et à boire suffisamment, mais il y a surtout l'augmentation propre de la température qui rend un peu plus mou, qui rend moins réactif, surtout si on fait un tout petit peu d'effort. Et du coup, ce qui est important, c'est d'être vigilant et d'être vigilant à soi-même, mais aussi d'être vigilant aux autres. Et justement, en parlant de vigilance, on le rappelle régulièrement, mais ce n'est jamais de trop. Quels sont les bons gestes à adopter en prévision, déjà, pour éviter les effets néfastes de la chaleur sur le corps, mais aussi peut-être quand il est un peu trop tard, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le premier bon geste, c'est justement pas de geste. C'est-à-dire, moins on bouge, mieux on est résistant à la température. Dès qu'on fait un effort et que les températures seront élevées, les consommations, enfin le risque que la température augmente est assez important. Donc on ne bouge que si on a besoin de bouger. Bien sûr, on fait pas d'efforts excessifs. C'est pas le moment d'aller se balader. C'est pas le moment d'aller randonner en montagne, etc. Il faut faire le minimum et en profiter pour regarder les Français aux Jeux Olympiques ou des choses comme ça, de manière à pas surcharger son organisme. L'organisme, il n'est pas fait pour être à haute température. Enfin, en tout cas, on n'est toujours pas adapté à ça. Et dès qu'on le met un peu en surchauffe, il consomme énormément d'énergie. Et on s'en rend d'autant moins compte que, avec la chaleur, on est un peu moins vigilant. Et donc, ce qui est important, c'est d'économiser son organisme, même si on se sent en pleine forme, même si on est habitué à faire du sport l'année, etc. Dès qu'on dépasse 35 dehors, il faut se mettre au repos, point barre. Et l'hydratation également, vous le disiez, il faut boire quoi, tous les combien? Alors, l'hydratation, il faut surtout pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire régulièrement, pas forcément des quantités industrielles. Si on arrive à 1 litre, 1,5 litre par jour, on est très bien. Il faut penser aux gens qui sont isolés. Parce que ça diminue les contacts et donc il faut aller les voir. Il faut leur proposer à boire, etc. De manière à ce que il y ait un contact qui se fasse et qu'il n'y ait pas de léthargie qui s'installe. Vous dites pas de geste, mais on recommande parfois aussi d'aller dans les centres commerciaux qui sont climatisés. On sait qu'il y a des municipalités aussi qui mettent en place des brumisateurs, des pare-vents, enfin des caches-soleil. Est-ce que ce sont des fausses idées ou est-ce que on peut sortir aux endroits qui sont... Ouais, se mettre dans un endroit climatisé, c'est une excellente idée. Quand je dis pas bouger, c'est pas bouger alors que la température est élevée dehors. Si on a la chance de pouvoir aller dans un endroit climatisé, d'ailleurs c'est pour ça que toutes les EHPAD sont équipées théoriquement au moins d'une pièce climatisée, là-dessus c'est parfait. C'est le delta entre la température extérieure et la température du corps qui est problématique. Les brumisateurs sont intéressants pour les gens. Le risque aussi de la canicule, c'est la durée. Si on est dehors, si on vit dehors par exemple et que il fait encore 30 dans les rues la nuit, on souffre d'autant plus. Donc les brumisateurs, tout ce qui permet de faire baisser la température, y compris des gens en précarité, c'est des bonnes initiatives de la part des municipalités. Et puis tenir compte les uns des autres.
Moi, je suis sur Paris en ce moment. Mois d'août au Paris, il y a pas grand monde. Il reste des gens qui sont ici. Donc, il faut aller voir les voisins, leur dire ça va comment, en fonction de... Vous voyez, de prendre soin des autres, c'est quand même ce qui se fait le mieux, quoi. La solidarité, en effet, vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup, docteur Charbonnel, de nous avoir rappelé ces bons conseils à donc adopter avec ces fortes chaleurs. Et puis, on vous rappelle également ce numéro vert, donc gratuit, si vous êtes en difficulté ou si vous avez des questions liées à ces vagues de très forte chaleur. C'est le numéro Canicule Info Service, notez-le bien, 0800 06 66 66. Et attention aussi à la chaleur, si vous êtes sur la route, puisqu'on est en plein week-end de vacances toujours, et puis il est relativement chargé. Alors, entre rafraîchissement, vêtements adaptés ou encore pause, chacun a sa méthode pour voyager dans les meilleures conditions. Osema Kessimi avec Mathias Arez et Damien Charton. Sur la route des vacances, la chaleur s'invite dans l'habitacle de ces voitures. En plein chassé-croisé estival, 16 départements du sud de la France sont en vigilance orange canicule. Chaque automobiliste a sa méthode pour supporter la chaleur. Heureusement qu'il y a la clim dans la voiture, quoi. Ça aide aussi. On a l'eau fraîche dans la voiture avec les gourdes qui gardent l'eau au frais. C'est pratique. On s'est équipé, on a les boissons, tout ce qu'il faut. Tout est cadré, il n'y a pas de problème. On essaye d'aérer de temps en temps. Ça fait rentrer la chaleur, mais ça fait du bien aussi. En plus de la hausse du mercure, certains vacanciers voient leur trajet prolongé. Selon Bison Futé, la journée est classée rouge au niveau national dans le sens des départs. Des difficultés que cet automobiliste a tenté d'éviter. On est parti de nuit. Voilà, de nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, toutes les 3 heures, on s'arrête. Au moins, comme ça, on est sûr et pas de catastrophe sur la route. Là, il commence à faire chaud, donc on va voir ce que ça donne un peu plus dans la matinée. Mais je pense que ça va être dur aujourd'hui. Quand la chaleur accompagne les longs voyages, il est recommandé aux automobilistes de prendre leurs précautions. Il faut vérifier la bonne qualité de votre véhicule, il faut faire des pauses régulièrement, surtout quand on a des petits-enfants. Il faut aussi qu'on ait un stock d'eau suffisant dans la voiture. Et puis voyager aussi avec des vêtements qui soient amples, qui soient souples, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être contraint, et quelque chose qui absorbe. Les températures devraient poursuivre leur hausse ce dimanche et lundi. Également dans l'actualité, en marge des émeutes anti-immigration au Royaume-Uni, des militants britanniques d'extrême droite menacent de venir ce week-end sur les plages françaises pour, je cite, arrêter les bateaux. La ville de Calais est directement concernée. C'est là que nous retrouvons Guillaume Lavial. Bonjour, les autorités locales sont évidemment inquiètes. Oui, tout à fait. Ils prennent très au sérieux cette annonce faite par l'ultra-droite et l'extrême droite britannique. Cet appel de se rendre dans cette ville de Calais dès demain pour ce dimanche 11 août. Un appel fait dans cette ville symbolique où chaque année passent des centaines, voire des milliers de migrants selon les estimations et qui tentent de se rendre au Royaume-Uni en traversant la mer. Cette situation, elle est prise très au sérieux par la mairie de Calais. Je vous propose d'écouter l'adjoint à la sécurité, Philippe Nienonnet, qui a accepté de répondre à la question. Il a de ça quelques minutes. La population calaisienne et du Calaisis est exemplaire sur le sujet. Nous connaissons ça sur notre territoire depuis plus de 20 ans. La population est exemplaire et comprennent pertinemment que ce qu'il se passe au Royaume-Uni ne doit pas arriver chez nous. Et ils n'en sont absolument pas d'accord. Il peut y avoir bien sûr des groupes d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, mais qui sont bien sûr surveillés et nous sommes très attentifs. Nous n'en avons pas jusqu'à présent et nous souhaitons que l'ultra-droite ou l'extrême droite ne commence pas ce type de jeu. Toute la question est de savoir évidemment si ces manifestants seront ou non violents suite à cette dizaine de jours d'émeutes qui ont secoué les îles britanniques. On ne sait pas encore également quel sera leur nombre. Si vous entendez des klaxons, c'est lié à un mariage à la mairie de Calais qui se trouve juste derrière moi. Mais en tout cas, voilà une situation prise très au sérieux par la municipalité pour la journée de demain. Merci Guillaume Lavial, en direct de Calais avec Jean Desrousseaux pour BFM TV. On vous signale que brièvement, une dizaine de jours après le début des émeutes racistes et xénophobes et islamophobes qui ont eu lieu au Royaume-Uni, eh bien enfin le roi Charles a pris la parole, d'ici en tout cas exprimé par communiqué, dénonçant des agressions et la délinquance, je cite, d'un petit nombre. À l'étranger, toujours au Proche-Orient, une école de Gazaville a été touchée par une frappe israélienne. Attaque confirmée par l'armée israélienne qui déclare avoir visé, je cite, un centre de commandement terroriste du Hamas. Mais la défense civile de la bande de Gaza affirme que 93 personnes y ont perdu la vie. Milan Argelas.
Dans cette école de Gaza ce matin, ces Palestiniens avancent tant bien que mal, au milieu des décombres et des traces de sang. À l'intérieur du bâtiment, certains matelas sont encore fumants. À l'extérieur, des familles se tiennent aux côtés des corps de leurs proches tués, enveloppés dans des draps. Israël, comme d'habitude, n'a pas donné d'avertissement. Il frappe sans se soucier de savoir s'il y a des enfants, des femmes, des jeunes ou des personnes âgées. Il y avait des gens qui se lavaient, des gens qui dormaient à l'étage, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées. Le missile s'est abattu sur eux sans avertissement. L'armée israélienne affirme avoir pris de nombreuses mesures pour réduire les risques de toucher des civils. Tsahal confirme avoir frappé ce qu'elle considère comme un centre de commandement du Hamas. Le quartier général était utilisé par les terroristes du Hamas pour se cacher. Et depuis ce lieu, ils planifiaient et promouvaient des opérations terroristes contre les forces de Tsahal et les citoyens de l'État d'Israël. Selon la défense civile de Gaza, 3 missiles ont visé l'école qui hébergeait des déplacés palestiniens ainsi que la mosquée adjacente. La défense civile de Gaza qui fait par ailleurs état d'au moins 90 morts, de dizaines de blessés. Un bilan que l'agence France Presse n'a pas pu vérifier de manière indépendante. De son côté, le Hamas dénonce, je cite, une dangereuse escalade. Et Anne-Laure Bans, vous êtes notre envoyée spéciale en Israël, à Tel Aviv. Alors la population là-bas craint-elle que ces frappes ne mettent fin aux négociations de fin des hostilités ? Oui, forcément, après cette frappe meurtrière dans la bande de Gaza, les Israéliens envoient un très mauvais signal avant même le début des négociations qui, je vous le rappelle, doivent se tenir le 15 août prochain en présence d'un côté des négociateurs israéliens et de l'autre des membres du Hamas. Alors à force d'entendre parler de ces discussions, de ces pourparlers et de ces négociations qui n'aboutissent pas, les Israéliens aussi d'un côté entre espoir de voir enfin un accord signé pour aboutir à un cessez-le-feu et de l'autre résignation, d'autant que pour beaucoup d'Israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne met pas tout en œuvre pour aboutir à cet accord et également permettre la libération des otages. Justement, ceux qui scrutent cette situation le plus près possible, ce sont les familles d'otages qui espèrent tout de même que cet accord aboutira pour enfin revoir leurs proches revenir vivants. Ils sont, je vous le rappelle, ces otages toujours détenus et retenus en otage dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Anne-Laure Bans, avec Julie Rosaire. Bonjour David Rigoulet-Rose, vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Le Hamas dénonce une dangereuse escalade. Quel signal Israël tente-t-il d'envoyer avec ces frappes ? Oui, malheureusement, ce n'est pas le premier cas de ce type au fil des mois qui se reproduisent. C'est inhérent en plus au fait qu'il y a une imbrication entre les populations civiles et les combattants du Hamas, ce qui n'enlève rien effectivement à la tragédie qui est avérée aussi. Et donc ça explique d'ailleurs pourquoi les Américains mettent un tel poids pour arriver à un cessez-le-feu, dans la perspective d'un cessez-le-feu au moins immédiat, avec la relance du processus de négociation. Et on voit à quel point c'est difficile. Et ce type d'événement tragique ne favorise évidemment pas le processus qui est souhaité par toutes les parties, en tout cas, et notamment au premier rang desquels, évidemment, le forum des familles des otages, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que les efforts diplomatiques qui sont menés depuis plusieurs semaines maintenant vont être remis en cause, cette attaque, cette frappe aujourd'hui? Est-ce que ça remet en cause ces négociations ? Pas du côté des Américains. Les Américains veulent absolument que ça aboutisse. D'ailleurs, ils ont présenté un plan aux alliés arabes en disant qu'effectivement, il y avait une succession de séquences qui devait être validée sur la meilleure du plan proposé par Joe Biden précédemment. Et ce qui est intéressant, c'est surtout les réactions des services de renseignement en interne. C'est très, très tendu entre le Premier ministre et Tsahal, d'un côté, et l'établissement militaire, et puis, justement, qui ne veut pas porter le chapeau, entre guillemets, des responsabilités, des conséquences de ce type.
qui sont pudiquement qualifiés de dégâts collatéraux, même si évidemment ils n'ont rien de collatéraux, et notamment les services de renseignement qui considèrent, à propos de négociations, qui ont mis en demeure le Premier ministre de dire ce qu'il voulait vraiment. À la fois Ronan Bar, chef du Shin Bet, et David Barnea, chef du Mossad, en disant on a le sentiment que, je cite, tu ne veux pas négocier, à propos en apostrophant Netanyahou, parce qu'ils ont besoin de savoir, dans la mesure où effectivement il y a la perspective du 15 août prochain d'une réunion effectivement pour relancer les négociations, avec toutes les incertitudes prévalent, parce que de toute façon entre aujourd'hui et le 15 il peut se passer énormément de choses. Bien sûr, merci beaucoup David Rigoleros. Vous êtes, je le rappelle, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Toujours à l'étranger, au Brésil, 61 passagers d'un avion de ligne sont morts après le crash de leur appareil dans la région de Sao Paulo. Les causes de l'accident restent pour le moment un mystère, mais un homme a pu échapper au drame. Reportage de Raphaël Redon. Ces images ont d'ores et déjà fait le tour du monde. Celle d'un avion de ligne s'écrasant en quelques secondes tout proche de Sao Paulo. Hier, peu après la tragédie, les mots du président résonnent dans tout le pays. Je dois vous annoncer une très mauvaise nouvelle, car un avion vient de s'écraser dans la ville de Vinhedo à Sao Paulo. Et il semble que tous soient morts. Je demande une minute de silence pour Tim. L'ATR 72 de la compagnie Voepas, fabriquée en France et en service depuis 2010, s'est écrasé à 13h25 heure locale. Il devait relier Cascavel à Sao Paulo, mais à 80 km de la destination, son vol se termine tragiquement dans ce quartier de Vinhedo. Un habitant filme la scène depuis son jardin, sous le regard médusé des voisins. L'un d'entre eux raconte. C'était horrible, horrible. Nous avons vu l'avion faire plusieurs sauts périlleux et il tombait comme ça. Je suis en état de choc, je tremble encore. Très rapidement, des équipes de secours arrivent sur place et constatent le décès des 61 personnes à bord. La police fédérale brésilienne ouvre une enquête, mais pour l'heure, impossible de savoir ce qu'il s'est passé. Puisque nous ne pouvons pas ramener ces personnes à la vie, il faut apporter la meilleure réponse possible et la plus rapide possible. Et surtout, par le biais d'enquêtes futures, découvrir la véritable raison de l'accident. Au cours de la soirée, les corps ont été transférés dans cette camionnette jusqu'à la morgue principale de Sao Paulo pour démarrer leur identification. Tout de suite, c'est vos vacances et on vous emmène au camping. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Et suivons nos reporters Julie Rosaire et Alizé Boissin qui ont posé leurs valises dans un camping familial de l'Hérault et elles nous racontent leur installation. Alors plutôt tente ou mobil-home, à vous de choisir. Ça y est, on est arrivé. Après subir une météo capricieuse, on avait bien besoin de soleil. Et voici où nous avons posé nos valises. Dans ce camping, au bord de mer, capacité d'accueil 2600 personnes. Soyez les bienvenus, madame. Merci. On en attend encore 40. On est assez chargé, oui. Mais bon, pas encore à bloc. Les plus aventureux choisissent la tente, comme Lucie et ses 2 filles. Après 6 heures de voiture, une opération plutôt audacieuse. C'est tout nouveau, hein? Ah bah oui, non, mais c'est une première. D'accord. Hop, c'est parti. On va mettre ça, mais il faut qu'on trouve le bon sens. Quand j'étais enfant, on partait beaucoup en toile de tente et... Puis bon, je voulais qu'elle connaisse un petit peu ça. J'ai regardé quand même plusieurs fois le tuto. Pour cette option, comptez 620 € et une dose d'huile de coude. À nous 5, il aura fallu 45 minutes pour venir à bout du montage. Il fait très chaud. La majorité des clients préfèrent le confort du mobil-home. Le camping en compte 550. Pour une famille de 6, il faut débourser 1 300 € pour la semaine. C'est mieux que dormir en tente, de dormir en mobil-home? Ah oui. Pourquoi? Ben moi, la tente, j'ai peur. D'accord. J'ai peur, je suis peureuse, donc moi je ferme toujours à clé, je suis très peureuse, j'ai peur des bébêtes. Nous, on n'est pas encore vraiment en vacances, alors pour pouvoir travailler dans le camping, on a choisi le confort avec le mobil-home.
Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec le parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Et tout de suite la météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou, tout dans tous les cas. Retrouvez la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Bonjour à tous, soyez prudents avec ces très fortes chaleurs. Pensez à bien vous hydrater, d'autant plus que ça va s'accentuer pour demain et lundi. Déjà cet après-midi, cette chaleur, elle gagne du terrain avec un soleil de plomb, vous le voyez, par un nuage dans les ciels. Et cette vigilance orange canicule pour 16 départements en raison de températures élevées durant au moins 3 jours et 3 nuits. Côté ciel, pour demain matin, eh bien, on se réveille avec un beau soleil partout, un léger voile d'altitude présent à certains endroits. Quelques nuages bas le long des côtes de la Manche, mais également autour du golfe du Lion avec ce vent de sud qui va souffler de 40 à 60 km/h. Et dans l'après-midi, les nuages bas vont largement se lever. On va conserver à peu de choses près ces mêmes conditions, même si on pourrait avoir une averse localement orageuse par évolution diurne sur les Pyrénées, le central ou encore les Alpes. Vos températures pour demain matin, eh bien, nuit dure à supporter à certains endroits, notamment du côté de Nice avec déjà 27 degrés, 25 du côté de Toulouse, 19 dans la rue de la capitale. On respire davantage du côté de Brest avec 16 degrés, mais également sur la pointe du Cotentin avec 13 degrés. Et dans l'après-midi, eh bien, les très fortes chaleurs, vous le voyez, vont concerner le sud-ouest en remontant jusqu'à la région Poitou-Charentes où on pourrait atteindre les 40 degrés. Vous le voyez notamment du côté de Bordeaux, 38 à La Rochelle, 38 également du côté de Lyon, 33 à Strasbourg et jusqu'à 30 degrés du côté de Lille. Demain, on aura un peu plus de nuages dans l'ouest du pays, mais plus on ira vers l'est, plus le soleil sera dominant, avec toujours un orage sur les Pyrénées, les Alpes, un peu plus de nébulosité également pour vous vers le Pays Basque. On peut regarder ce que ça va donner au niveau des températures, puisqu'avec ce courant océanique, eh bien, vous le voyez, ça va s'améliorer dans l'ouest, mais cette chaleur, elle va concerner une partie est du territoire, avec donc des Hauts-de-France au Grand Est, en redescendant jusqu'à la basse vallée du Rhône, des températures de 36 à 38 degrés. Et après ça, eh bien, les orages devraient se développer pour mardi, mais également pour mercredi, et donc faire baisser progressivement les températures. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou, Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Il est 15h, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une, la chaleur qui s'installe un peu plus en France. 16 départements sont placés en vigilance orange. Le reste de la moitié sud est en vigilance jaune. Prudence dans le sud-est où il fera le plus chaud, jusqu'à 39 degrés attendus au terme. À la une également, la crainte d'une importation en France des émeutes xénophobes du Royaume-Uni. Des militants d'extrême droite menés par un certain Active Patriote menacent d'actions anti-migrants tout le week-end à Calais, dans le nord de la France. Les autorités et les associations d'aide aux migrants sont sur le qui-vive. Et puis victoire avec la manière, les Français viennent de battre la Pologne en finale du volley masculin. Médaille d'or donc pour la France qui repasse à la 5e place du classement des médailles par nation. Et d'autres pourraient tomber aujourd'hui. Le retour donc de la canicule en France, et ça pourrait durer assez longtemps. Météo France place 16 départements en vigilance orange dans le sud et le sud-est. Parmi ceux-ci, les Bouches-du-Rhône. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances, pas facile de travailler dans cette chaleur, comme l'ont constaté nos reporters Simon Pierre de Souza et Laura Baquet. Et oui, compliqué de travailler avec ces fortes chaleurs ici à Marseille. Il fait 32 degrés et les températures n'ont pas prévu de baisser avec cette vague de chaleur qui sévit toujours dans le sud-est de la France. Mais les mieux placés pour en parler finalement, ce sont les professionnels eux-mêmes. Pierre, bonjour. Vous êtes serveur. C'est pas trop compliqué de travailler avec cette chaleur ? Oui, c'est compliqué. On ressent vraiment l'atmosphère pesante de la canicule. Après... Dans le restaurant ici où nous sommes, au Square, on a la chance quand même d'avoir mis en place des ventilateurs. Nous avons également une salle climatisée et
petit investissement du patron, on a vraiment un très beau jardin avec voilà, des plants, des oliviers, des orangers. Et surtout, vous me disiez tout à l'heure, pour les clients et pour vous, des parasols indispensables. Effectivement, les parasols à partir de 8h30 du matin, vraiment indispensables pour commencer à faire les petits déjeuners, breakfast qu'on a mis en place explicitement pour ces clients-là. Et d'ailleurs, à propos des clients, vous me disiez aussi, leurs habitudes, elles ont changé avec des chaleurs comme celle-ci. C'est quoi l'impact sur le restaurant? Effectivement, tout a changé. Nous sommes plus maintenant un restaurant de boissons et de breakfast plutôt qu'un véritable restaurant. Les plats à la carte, on essaie de mettre un maximum de salade. Ça ne part pas forcément parce qu'il fait trop chaud pour manger. Les clients ne veulent plus vraiment manger. Ils préfèrent grignoter, boire des boissons que manger vraiment de bons plats de restaurant. Ils consomment moins du coup. Et pour vous, ça reste quand même très physique, vous me disiez tout à l'heure, avec les plateaux. Effectivement, parce que plus de boissons, plus de verres apportés, plus d'aller-retour, parce que les clients, ils viennent, ils boivent, ils repartent directement, principalement des touristes, ils veulent visiter la ville. On enchaîne des allers-retours, on n'arrête pas. On a des t-shirts de Rochon s'il faut. Bon, vous êtes bien préparés en tout cas à cette vague de chaleur. On vous souhaite bien du courage. Beaucoup de corps de métier qui sont impactés par la canicule. On pense par exemple à l'agriculture ou encore tous les métiers du bâtiment qui doivent donc s'adapter en attendant des températures plus douces. Canicule dans les Bouches-du-Rhône, canicule également dans l'Hérault où les températures pourraient dépasser les 35 degrés. Alors tout le monde s'adapte. Vous allez voir au camping de la Grande Motte, ils ont un avantage non négligeable. La piscine, on irait bien piquer une tête. Eléa Morel, Louison Gasnier. C'est l'indispensable de l'été, surtout durant la canicule. Tous les matins dans ce camping, la piscine est prise d'assaut. Quand il fait chaud comme ça, on y va quand on veut, c'est à proximité, donc ça rafraîchit, ça fait du bien. Je discute avec mes amis, on fait des longueurs sous l'eau et on s'amuse un peu. Malgré les 33 degrés affichés au thermomètre, ce vacancier compte bien profiter tout en faisant attention. Je bois beaucoup d'eau, de préférence pas trop fraîche. J'essaye de prendre le plus de douches possible. D'autres préfèrent adapter leur programme. On va avoir énormément de monde à 16h, là où les gens ont eu bien chaud, la chaleur est un peu apaisée, donc ils peuvent sortir des mobil-homes. Ils n'ont plus besoin trop de clim pour vivre, entre guillemets. Dans les mobil-homes, justement, ces touristes suisses préparent leur départ. Il n'y aura plus qu'à mettre tout ça dans la voiture, il va falloir que ça rentre. Rouler en dehors des heures les plus chaudes, brumisateurs, ils ont tout prévu. On a toujours de l'eau fraîche. Voilà. Donc là, elle est bien congelée. Ça va nous tenir carrément tout le trajet, c'est sûr. Stéphane Housset, lui, voulait de la chaleur. Le voilà servi. Le Normand a planté sa tente ici pour 1 mois. À l'intérieur, le thermomètre grimpe vite. Impossible de faire la grasse matinée. La première chose qu'on fait le matin en se levant, c'est d'ouvrir le vent en grand pour profiter, aérer. C'est la seule solution pour avoir un peu de fraîcheur, quoi. Dans l'Hérault, le mercure pourrait grimper jusqu'à 38 degrés ce week-end. Les températures devraient rester hautes jusqu'en début de semaine. Julien Riflet, journaliste météo et climat à BFM TV. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et comment ça va évoluer? Est-ce que ça va s'étendre à tout le pays? Oui, ça va s'étendre pour ces prochains jours et la vigilance va également s'étendre. Elle va évoluer à partir de demain midi. Météo France me disait qu'on pourrait avoir 12 départements en plus, donc à partir de demain midi. Donc déjà, en température élevée hier, on a quasiment atteint les 40 degrés dans le département de l'Hérault. Vous le voyez, cet après-midi, on aura encore des températures entre 36 à 38 degrés vers la Méditerranée. Ça va s'étendre progressivement vers le sud-ouest, mais c'est vraiment demain où on pourrait dépasser les 40 degrés dans le sud-ouest. Entre, vous le voyez, la Nouvelle-Aquitaine, la région Poitou-Charentes, on pourrait avoir entre 42 et 43 degrés. Ça augmente également dans les régions du nord avec de 30 à 34 degrés. Et si on va un peu plus loin, donc lundi, là, il y a un courant atlantique, océanique, plus frais qui va arriver par l'ouest et qui va faire baisser donc les températures sur l'arc donc atlantique. En revanche, cette chaleur, elle va se réfugier, vous le voyez, vers les régions centrales, le nord-est, en redescendant jusqu'à la basse vallée du Rhône. Même en Ile-de-France, on pourrait atteindre les 38 degrés à Paris, donc lundi après-midi. Ces températures, elles ne sont pas normales. On peut comparer ça aux moyennes de saison. 35 degrés, c'est pas normal en été. Même autour de la Méditerranée, vous le voyez, on devrait avoir 31 degrés normalement. L'après-midi à Marseille, on devrait avoir 27 degrés à Bordeaux. Demain, on aura 40 degrés.
On voit en effet des températures très sur quasiment tout le territoire. On a parlé donc pour l'instant dans ces 16 départements du sud-est de cette vigilance orange. Qu'est-ce que c'est les critères pour définir cette vigilance? Alors, il y a plusieurs critères. D'ailleurs, des seuils sont définis département par département. Vous allez le voir, donc les critères de vigilance orange canicule. On regarde les températures maximales, minimales. Donc je le disais, les seuils département par département. Il faut que ces seuils soient atteints pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Par exemple, à Paris, il faut que pendant 3 nuits, la température ne descende pas en dessous de 21 degrés et que la température atteigne 31 degrés durant 3 journées. On regarde également les impacts sanitaires parce qu'évidemment, les populations ne sont pas habituées aux mêmes chaleurs. Une canicule à Paris, ça n'a rien à voir avec une canicule à Marseille. Et aussi les facteurs aggravants ou atténuants comme l'humidité, le vent qui peuvent venir accentuer donc les températures. Et à partir de ces critères-là, on établit une vigilance jaune ou une vigilance orange. Merci beaucoup Julien. Donc on s'attend à ce que ça continue dans les prochains jours. Jusqu'à au moins mardi. Merci beaucoup. Merci. Dans le reste de l'actualité, les émeutes racistes et anti-migrants au Royaume-Uni peuvent-elles se propager en France? Les autorités surveillent de près un appel à des actions qui a été posté sur les réseaux sociaux. Et le message vient d'un compte nommé Active Patriote et il demande à ses partisans de venir dès demain à Calais. Les détails avec Mylène Argelas, Jérémy Mailleux et Mathis Menu. C'est sur une plage française qu'a éclaté cette altercation il y a quelques semaines. D'un côté, des militants d'extrême droite britannique. De l'autre, des bénévoles d'Utopia 56, une association d'aide aux migrants. No fuckers coming to my country and raping my fucking kids. I couldn't give a fuck. Fuck off. This is my beach now. My fucking beach. Cette vidéo a été publiée sur le compte X d'Active Patriote. Cet activiste se décrit lui-même comme un chasseur de migrants et appelle à revenir en France dans les prochains jours. Ce sont des personnes qui se sont préparées à des actions violentes, à potentiellement louer des voitures, à louer des bateaux aussi. C'est un événement, ou en tout cas une annonce d'événement qui nous inquiète beaucoup, Personnes solidaires à Calais, parce que ça peut amener à des situations très dangereuses pour les personnes exilées et aussi pour les personnes solidaires. Cette escalade des tensions, les associations la constatent directement sur le terrain et doivent redoubler de vigilance pendant leur mission. Il y a aussi des besoins de matériel, des besoins aujourd'hui de vouloir traverser en Angleterre parce que les gens sont pas là pour rien. Il y a aussi une forme de détresse. Il y a eu quand même 9 décès en 3 semaines. Les habitants de Calais espèrent une réaction rapide des autorités. Les habitants sur la venue éventuellement d'activistes d'ultra-droite britanniques ne sont pas d'accord. Ils disent que Calais n'est pas le terrain de jeu et ils ont raison. C'est quelque chose que nous surveillons. Je ne vais pas dire que ça nous inquiète, c'est quelque chose que nous surveillons. C'est par les associations. Le parquet de Boulogne-sur-Mer indique avoir alerté les forces de l'ordre. Dominique Sopo, bonjour. Vous êtes président de SOS Racisme. Active Patriote est suivi par 141 000 abonnés sur le réseau social X. Est-ce que c'est un profil que vous connaissez ? Oui, c'est un profil qu'on connaît et sur lequel on s'est notamment intéressé ces derniers jours au regard des émeutes racistes qui ont lieu en Grande-Bretagne. Il faut savoir que notamment la personne qui se cache derrière ce compte, Alan Leggett, est un individu qui est très en lien ou qui a été très en lien avec Tommy Robinson, qui est celui qui est accusé, qui est suspecté d'être l'un des éléments déclencheurs des émeutes racistes avec son groupe English Defence League. Donc c'est assez inquiétant ce genre de profil et donc il faut prendre très au sérieux parce qu'on est sur des vraies tentatives émeutières, des tentatives qui surfent sur des fake news, sur des logiques de haine et qui malheureusement peuvent marcher. On l'a vu ces derniers jours en Grande-Bretagne. On a vu en effet la situation en Grande-Bretagne avec donc ces figures de l'extrême droite que vous venez de citer. À Calais, on était plutôt habitué à des tensions parfois, mais pas à ce phénomène amplifié donc par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une crainte pour vous ? C'est nécessairement une crainte, d'autant plus que vous parliez du compte X de cette personne qui existe sous un pseudonyme. Mais il faut quand même bien voir que, notamment, le réseau social X, c'est quand même une fois de plus manifesté par son absence de modération des logiques de chauffe racistes qui ont eu lieu ces dernières semaines, au point même où Elon Musk lui-même a rajouté, si l'on peut dire, de l'huile sur le feu. Donc c'est évidemment inquiétant puisqu'on est
sur des phénomènes qui visent à s'adresser aux mauvaises passions, à raconter à peu près n'importe quoi pour justifier des logiques de racisme, de violence. Il faut savoir qu'immédiatement après le meurtre des 3 fillettes en Grande-Bretagne, qui ont été à l'origine du déclenchement des émeutes, d'un point de vue formel, eh bien, c'est sur les réseaux sociaux que ce type de groupe ont expliqué qu'il s'agissait d'un migrant arrivé sur les côtes britanniques, donc depuis Calais. Donc ça veut dire, Dominique Sopo, que vous demandez... C'était totalement faux. Ça veut dire, Dominique Sopo, que vous demandez à X de prendre des mesures. Bon, écoutez, ça fait des années qu'on demande à X de prendre des mesures. Il y a aujourd'hui... Mais quel genre de mesures? Est-ce que ça va jusqu'à la fermeture du compte de Active Patriote? Évidemment, enfin... d'Active Patriote et de bien d'autres. On voit bien aujourd'hui qu'il y a toute une série de comptes qui, il y a quelques années, auraient été fermés, mais avec la prise du contrôle de ce réseau par Elon Musk, eh bien, on voit revenir ou rester des profils de ce type qui sont des profils extrêmement dangereux et qui ne sont pas la manifestation d'une défense de la liberté d'expression, mais la manifestation de la liberté d'exprimer une haine qui met concrètement des gens en danger. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ces derniers jours doit particulièrement nous inquiéter, puisqu'on est face à des personnages qui essayent finalement de créer les mêmes situations de chaos sur notre territoire. Est-ce que vous attendez, de la même manière que le Premier ministre britannique a promis des sanctions fortes, et il est déjà passé à l'action, est-ce que vous attendez également du côté français des prises d'opposition de nos politiques ? Si il devait y avoir sur le territoire français la multiplication de ce genre d'événements, bien évidemment que nous attendrions des prises de parole de la part des pouvoirs publics. Et s'il y avait des actes qui étaient commis, des actes répréhensibles, d'appel à des émeutes ou de prise à partie de migrants ou de personnes qui aident les migrants à titre humanitaire, bien évidemment, nous attendrions que les autorités s'expriment fermement et que des condamnations aient lieu. Merci beaucoup Dominique Sopo. Je rappelle que vous êtes président de SOS Racisme. On va rejoindre Sidonie Gaucher qui est notre correspondante à Londres pour BFM TV. Bonjour Sidonie. Que sait-on de ce compte sur les réseaux sociaux, si ce n'est qu'il est extrêmement suivi ? Eh bien oui, vous l'avez dit, Active Patriote compte 141 abonnés sur X et 3000 sur Telegram. Alors ce sont des réseaux qui sont largement non monitorés, donc ils peuvent s'exprimer librement. Ils ont également fait une cagnotte, ils ont récupéré 2000 € pour faire ce voyage à Calais. Ils ont confirmé avoir déjà loué un logement, peut-être éventuellement loué des voitures pour être vraiment sur place demain matin. Alors la thématique du moment sur leur flux Telegram, c'est Stop the Boat. Donc là, ça sème aussi un peu la confusion puisqu'il récupère le slogan anti-immigration de Rishi Sunak, l'ancien Premier ministre conservateur. Alors, derrière ce compte, c'est donc Alan Legett qui est originaire du nord du pays. Il a 45 ans. Il a déjà été condamné. Il a fait de la prison pour avoir tenu des discours antisémites sur YouTube et TikTok dont il a depuis été, bien sûr, banni. Alors, dans ces vidéos, qu'est-ce qu'on voit ? On le voit poursuivre des migrants. Il les filme, il les harcèle, il les insulte. Il s'en prend également aux ONG comme Utopia 56 qu'il considère complices de passeurs. Alors ça se passe à Calais, mais ça se passe également à Londres où il poursuit des personnes racisées, souvent des hommes, lorsqu'il les voit en compagnie de jeunes filles dont ils estiment qu'elles ont moins de 14 ans, puisque l'idée, c'est vraiment de vouloir prouver que les migrants sont des violeurs de jeunes filles anglaises et ça se passe au su et au vu de la police qui ne fait rien. Merci beaucoup Sidonie Gaucher, correspondante à Londres pour BFM TV. À 15h15 sur BFM TV, on en vient également à cette situation à l'étranger avec cette riposte peut-être la plus importante de Vladimir Poutine depuis l'incursion surprise des forces ukrainiennes à Koursk. Vous le voyez sur cette carte, ce sont 3 opérations qui ont été lancées dans les régions frontalières de l'Ukraine. Nous serons dans notre prochain journal avec notre correspondant sur place à Moscou. Aux Jeux Olympiques, c'est donc une victoire avec la manière des Français qui viennent de battre la Pologne en finale du volley masculin. Médaille d'or donc pour la France qui repasse à la 5e place du classement des médailles par nation. D'autres pourraient tomber aujourd'hui. Vous le voyez du coup, 5e place derrière le Japon. Nous repassons devant la Grande-Bretagne et nous suivrons
notamment une finale très attendue en basket masculin à 21h contre les États-Unis. Alors on vibre évidemment, on exulte et puis on parle également, puisque les Jeux, ce sont aussi des occasions de parier avec ce chiffre 360 millions d'euros qui sont pariés sur ces Olympiades. Alors, les sports les plus populaires, évidemment le tennis, bien sûr, le foot, évidemment, mais d'autres plus surprenants, vous allez voir avec Eléa Morel et Tanguy Tricolore. Les sites de paris en ligne sont-ils les grands gagnants de ces jeux? Sur les fanzones en tout cas, ils sont nombreux à être clients, comme Olivier qui remporte gros. J'ai dépassé les 1500 € quand même. Vous êtes un gros parieur? Ah oui, je suis un gros parieur. Je parie entre 200 et 300 € par jour. Galvanisé par l'événement, Mathias s'est lui aussi mis à parier sur des sports collectifs, comme la majorité des Français. Résultat, pas de parier parce que j'ai parié beaucoup sur les Français, donc je n'ai pas toujours gagné, quoi. Ouais. Médaille d'or donc pour les paris sportifs, qui ont déjà enregistré 125 millions d'euros sur les 8 premiers jours des Olympiades, soit plus que sur l'intégralité des Jeux de Tokyo. Un engouement qui s'explique par la proximité et le succès de ces Jeux, mais aussi belle que soit la fête, ces clients occasionnels restent raisonnables. J'ai songé à parier, mais comme j'ai gagné pendant l'Euro, je me suis dit si je remets, je vais perdre. J'ai jamais abusé, on va dire 20 €, le max, ouais. Mais à la fin, 20 €, ça fait beaucoup, donc... Pour maximiser leurs gains, de plus en plus de parieurs se tournent donc vers le marché illégal, qui propose des cotes plus intéressantes. Mais ces casinos en ligne ne disposent bien souvent d'aucune mesure de protection des joueurs. Le fait que leur attractivité soit supérieure entraîne plus de joueurs et en particulier plus de joueurs en difficulté, c'est clair. Et plus il y a de gens à risque, plus il y a des gens qui sont addicts au jeu et qui peuvent évidemment perturber leur vie sociale, leur vie affective, leur budget en premier lieu. Malgré tout, l'autorité nationale des Jeux estime que les mises devraient dépasser les 360 millions d'euros d'ici demain. Bonjour Thomas Amadieu, vous êtes sociologue, auteur de La fabrique de l'addiction aux jeux d'argent, c'est aux éditions Le Bordelot. On se le dit, en fait, ce qui rend addict au pari, c'est le premier pari gagné. Alors c'est souvent effectivement ce qu'on va retrouver dans si on peut dire, la carrière du joueur. Le joueur qui, à un moment donné, a un gros gain. Ce qui peut arriver, ça va transformer sa vision de l'argent, des paris sportifs, et ça va ancrer cette idée qu'on peut gagner. Et bien souvent, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre, et progressivement les pertes vont s'accumuler, et on va chercher à jouer pour se refaire avec cette idée qu'on a gagné à un moment donné. Et puis cette situation, cette addiction, une fois qu'elle est installée, elle est aussi exacerbée peut-être par les plateformes de paris. Oui, tout à fait. Alors c'est un vrai sujet en France. On a énormément de publicité pour les paris sportifs, sur tous les types de supports, à la télévision, pendant les rencontres sportives, dans les lieux publics, et puis aussi sur Internet, sur son smartphone. Et toutes ces publicités, toutes ces incitations, notamment avec un premier gain, un premier pari offert, des offres de bienvenue, des notifications qu'on envoie aux joueurs. On a une incitation très très forte qui va pousser les joueurs à jouer, à s'initier, et puis ensuite on va en permanence comme ça les pousser à jouer de plus en plus et à perdre de plus en plus. Donc on a un vrai enjeu en France sur la régulation de la publicité en particulier et de l'offre disponible en termes de paris sportifs qui est vraiment particulièrement abondante. On vient de voir plusieurs profils dans ce sujet. Est-ce qu'il y a un profil type du parieur ? Alors le parieur sportif, c'est très majoritairement des hommes. Ce sont majoritairement des hommes, souvent plutôt jeunes, avec un âge d'initiation qui est bien souvent malheureusement en dessous de l'âge légal limite. Donc en principe en France, il est interdit de jouer pour les mineurs, donc en dessous de 18 ans. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'âge d'initiation, il va se faire entre 14 et 15 ans, donc bien souvent très tôt. Et d'une façon globale, on a une pratique qui est donc très masculine et très jeune. Donc c'est ça le profil du parieur sportif. Il y a aussi un profil un peu différent en termes de motivation.
ce qui va motiver au pari sportif, ça va être bien souvent cette idée de gagner à très court terme une somme d'argent. Pas forcément une somme d'argent qui change la vie, hein. On ne parle pas du loto, de l'euro-million, mais ça va être souvent cette idée qu'on peut s'enrichir rapidement. Et par exemple, à la fin de mois, essayer de gagner une somme un peu intéressante pour s'acheter un certain nombre de choses de consommation de plaisir. Voilà, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a aussi une dimension très forte autour du statut social. C'est-à-dire, pour beaucoup de jeunes, et notamment des classes populaires, il y a cette idée qu'on va jouer et en jouant, et c'est de l'argent facile. Se mettre en scène. Ouais, il y a cette idée d'argent un peu rapidement gagné, et puis il y a cette idée aussi de on se met en scène en train de parier, de prendre des risques, dans ses capacités à prédire les résultats. On montre aussi qu'on s'y connaît en sport, etc. Donc il y a vraiment cette dimension un peu statutaire pour se faire valoir auprès des autres, et particulièrement chez les adolescents, c'est une motivation très forte à jouer, hein, de s'intégrer dans son groupe de pairs, si on veut. Merci beaucoup Thomas Amadieu, merci. Je rappelle que vous êtes sociologue, auteur de La fabrique de l'addiction aux argents aux éditions Le Bord de l'eau. On doit maintenant parler de la vraie star de ces jeux. Fanny, qui est la vraie star de ces jeux? Allez, on marche. Ah non, quelqu'un qu'on a vu plutôt dans les tribunes. Snoop Dogg. La frige, c'est la mascotte, ou plutôt les mascottes de ces jeux, à qui, on doit bien le dire, on doit des excuses. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, en effet, parce que ces friges, elles ont été assez moquées dans leurs premières heures quand on les a découvertes. Et aujourd'hui, vous allez voir, le nombre de leurs ventes ont explosé littéralement, de ces petites peluches. Reportage de Raphaël Redon, Aya El Amri, Chloé Giraud, Domiti Berthaud et Tom Beck. Elle est partout, vraiment partout. Elle peut soit courir, soit faire du rugby. Elle est multifonction un peu. Les touristes l'ont aussi adoptée. C'est très joli. J'adore sa couleur rouge, ça me va bien, n'est-ce pas? Mais savent-ils ce qu'elle représente? Je sais que ça représente les jeux, mais je ne connais pas ce type de créature. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, son nom n'est pas anodin. Frige symbolise le bonnet phrygien, symbole de la Révolution française. Un symbole assez original, vraiment typique de ces jeux. C'est pas un animal, c'est typiquement français. L'histoire d'amour avait pourtant mal commencé. Lors de sa révélation au grand public en 2022, la figurine avait été tournée en dérision. Je crois que les gens ils trouvaient qu'elle avait pas assez de bras, pas assez de jambes, que du coup c'était pas très cool pour une mascotte, mais elle a rempli son rôle, ils ont trouvé une façon de la faire bouger et ça marche bien. Je la trouve très mignonne en fait. Au début, je m'en étais pas trop rendu compte et petit à petit, j'ai appris à l'affectionner et maintenant je l'aime bien. Je la porte partout. Une belle revanche donc pour la mascotte. Son créateur, lui, a toujours été persuadé de son succès. Dès le début, les enfants aimaient déjà beaucoup cette mascotte. Je pense que c'est les plus grands qui commentaient avec un esprit peut-être un peu graveleux cette mascotte. Frige n'a pas de nous charmer. Elle sera aussi présente pendant les Jeux paralympiques. Invité spécial de BFM TV, la frige. Non, malheureusement, j'aimerais beaucoup. Allez, on reste ensemble. Dans un instant, on part au Club France après la victoire écrasante des Bleus. C'était évidemment au volley français et bien la victoire écrasante contre la Pologne. On ira au Club France prendre le pouls des supporters. À tout de suite.